Bonjour Jean-Claude. Bonjour Marie. Eh bien, je suis ravie de pouvoir partager ce moment témoignage avec toi parce que tu as un parcours un petit peu hors norme. Tu fais partie des pionniers de cette communauté aurovillienne. Alors, Auroville, c'est une communauté, alors tu vas un peu plus nous en parler, hein, qui se Mhm, trouve en Inde, hein, dans le sud de l'Inde. c'est ça. Et qui est une des toutes premières communautés, je crois, qui a existé sur la planète, enfin en tous les cas dans ce mode de fonctionnement que tu vas nous expliquer aussi. Mhm. Et donc tu as vécu 30 ans à Auroville. Et bah, déjà la première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'abord de faire partie de cette aventure, d'aller là-bas? Ça, c'est un petit peu, c'est la vie elle-même qui m'a amené à ce parcours. À vrai dire, j'étais étudiant et il se passait des choses un peu révolutionnaires à l'époque. On commençait à en avoir marre de la société telle qu'elle était à Paris. J'habitais à côté de Paris. Et on commençait à déborder un petit peu du cadre, à faire des réunions, à faire des grèves, et ça a été le démarrage de mai 68. Hmm. Voilà. Donc j'étais complètement impliqué dans mai 68. C'était une expérience extraordinaire parce que on avait l'impression de revivre à ce moment-là et que les choses allaient pouvoir changer et de créer un monde vraiment idéal. Manque de peau, ça a été complètement rattrapé, comme on le sait, par les syndicats et le gouvernement. Et moi, ça m'a foutu une claque. Ça m'a vraiment foutu une claque au moral en disant, bon, la France, c'est foutu, je me casse. Et à ce moment-là, j'étais en relation très étroite avec un ami d'enfance. Et il m'avait parlé de sa relation qu'il avait avec quelqu'un dans le sud de l'Inde qui faisait de la recherche spirituelle. Et il était très, très, très branché. Et pour moi, j'avais comparé cette personne qui était Sri Aurobindo au groupe de Che Guevara, parce que c'était dans ma recherche, ma mouvance et tout ça. Bon, ça l'a fait beaucoup rire à l'époque, ça n'avait rien à voir. C'était un Indien effectivement, mais pas le même Indien. Hmm. Voilà. Donc, avec ce garçon, on a décidé de quitter la France et d'aller faire un petit peu un tour du monde euh, pour voir un peu quel pouvait être le lien entre toutes les religions et notre quête personnelle qui était quand même d'avoir accès à une société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus dans le partage, dans le don, ce que tout le monde recherchait à l'époque. Hmm. Et recherche toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et recherche toujours aujourd'hui, effectivement. C'est pas gagné. Hmm. Et à ce moment-là est venu un garçon qui venait de l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry, venu se faire opérer en France, et il est rentré en relation avec mon ami avec qui il était en contact, et c'est lui qui lui a parlé de la naissance d'Auroville, qui avait démarré le 28 février 1968. Et c'était une expérience qui paraissait être en relation avec ce qu'on recherchait nous, quelque part, mais pour moi, ça, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, c'est que j'avais pas du tout l'intention de créer une ville. Moi, je voulais voyager et voir un peu comment le monde voyait notre quête. Quelle était l'aspiration du monde d'une manière générale. Voilà. Donc, j'étais pas intéressé par Auroville juste à ce moment-là. Enfin, il a insisté, il m'a amené à des conférences, on a rencontré l'ingénieur en chef Roger Anger, qui nous a montré des maquettes, qui nous a expliqué ce que ce serait Auroville d'une manière beaucoup plus concrète. C'était un projet qui était intéressant, effectivement, Alors, mais quand même.
est-ce que tu peux nous préciser, parce que en fait, ce projet-là, il est né à partir de la vision de Sri Aurobindo et de sa compagne spirituelle, Mère, qui était une femme. Sri Aurobindo était indien, Mère, c'était une Française. C'était une Française, oui. Et donc ils ont eu une vision à la base d'une communauté. Donc en fait, Auroville, c'est une communauté spirituelle. Auroville, c'est une communauté spirituelle qui est née effectivement du rêve de la mère. La mère a eu un rêve de créer cette cité internationale qui permettrait euh, de faire un frein à l'agressivité mondiale et d'éviter une troisième guerre mondiale, justement. Donc c'était vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Mais de concrétiser ce rêve, c'était quasiment tâche impossible parce que son rêve à elle, c'était de faire une ville internationale qui n'appartienne à personne en particulier, ni à un gouvernement, ni à un individu. Alors que sur Terre actuellement, tout appartient automatiquement à quelqu'un, ou à un gouvernement, ou à un individu. Donc ça a été tâche quasiment impossible, très, très difficile. Et en plus de ça, ce rêve, c'était de créer une cité utopique où il n'y aurait pas de politique, il n'y aurait pas de police, il n'y aurait pas d'argent, et que le seul gouvernement serait la conscience de l'individu lui-même, qui se mettrait au service de l'ensemble. Donc quelque chose de quasiment impossible à réaliser à l'état actuel du monde. Voilà. N'empêche qu'elle a eu le support du gouvernement indien, qui lui a permis de pouvoir démarrer ce projet avec son aide. Elle a eu le support de l'UNESCO, qui a fait son information un petit peu partout dans le monde. Et l'inauguration le 28 février 68, il y a eu, je crois, 150 nations qui sont venues apporter une poignée de terre pour signifier leur adhésion à ce projet et de vouloir y contribuer. Parce qu'au départ, Auroville, c'est un désert, en fait. Il n'y a rien, même pas d'arbres, rien. C'est un désert, c'est sur le plateau du Coromandel. C'était un désert aride et du sable rouge partout à perte de vue. Et du centre d'Auroville, on apercevait la mer, enfin on apercevait le désert à 180 degrés autour. Il y avait quoi, 3 arbres qui existaient et qui essayaient de survivre. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien du tout. Et moi, je suis allée à Auroville en début d'année. Je peux vous assurer que c'est une véritable forêt du type amazonienne. C'est incroyable. C'est magnifique, effectivement, actuellement. Alors, pour en revenir à toi, qu'est-ce qui t'a décidé alors? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'aventure et cela dès le départ en fait? Ce qui m'a décidé, c'est que notre projet de voyager autour du monde, ça a été quasiment impossible parce que les sponsors, il n'y en avait plus après 68. Vraiment, c'était très très difficile. Trigano nous avait promis de nous prêter du matériel et en fin de compte, il ne nous a rien donné. Renault devait nous offrir un bus, on n'a pas pu avoir le bus. Donc, à vrai dire, on s'est retrouvé sans rien. Et comme on voulait absolument quitter la France parce que ras-le-bol, on s'est dit que bon, ce projet, il est super intéressant, pourquoi pas essayer. D'autant plus que c'était pas de partir de manière définitive, c'était partir avec un contrat d'1 an. Alors, on s'investissait 1 an là-bas à construire la ville, enfin à participer à la construction de la ville. Et puis après, bon, chacun faisait ce qu'il voulait. Il pouvait rentrer chez lui, continuer, voilà. Donc, on a préparé du matériel, on a cherché des véhicules, et on est parti le 15 août 69, c'est-à-dire un an après, et on est parti par la route.
Là, ça a été vraiment le début d'un voyage assez fantastique parce que la route de l'Inde, c'était mythique à l'époque quand même. Il n'y avait pas de route, c'était des pistes de sable à partir du Bosphore, il n'y avait plus de route. Un petit peu en Iran parce que c'était très américanisé à l'époque, hein. Un petit peu en Afghanistan aussi parce que c'était très russianisé à l'époque aussi. Enfin, c'était un voyage assez fantastique. On a eu pas mal d'incidents, d'accidents. Ça a été un voyage qui a été relativement long, quasiment 3 mois. Mais on est arrivé à la porte de l'Inde. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Je suis arrivé à la maison. Quand je suis arrivé à la frontière en Inde, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je rentrais chez moi. C'était extraordinaire. Et ce qui était d'autant plus extraordinaire, c'est que mon anglais, c'était un anglais d'école très très basique. L'anglais indien, c'est absolument monstrueux, on ne comprend rien du tout. Je comprenais tout. Et on se comprenait avec les Indiens. Ça, c'était aussi quelque chose d'assez fantastique, d'avoir cette capacité de communiquer avec quelqu'un alors qu'on ne comprend pas ce qu'il dit et qu'il ne comprend pas ce qu'on répond. Mais on sait exactement ce que l'on raconte et on se comprend très bien. C'était fantastique. Voilà. Et donc, on est descendu jusqu'à Pondichéry. On a rencontré les responsables du démarrage d'Auroville et ils nous ont monté sur le terrain à Auroville. Alors, pour moi, un an après le démarrage d'une ville, il y a quelque chose. Il y a des bâtiments, il y a des rues, il y a des lampadaires, enfin, il y a un peu il y a un peu quelque chose. On est arrivé, c'était vraiment le désert, rien. Il n'y avait que simplement l'urne d'inauguration qui existait là, et tout le reste, il n'y avait rien. Je dis bon, ok. Ça n'avait pas démarré. Il y avait rien qui avait démarré, et ils nous ont amenés dans une petite communauté qu'ils avaient construite spécialement pour notre arrivée. On était une quinzaine de Français. Il y avait une dizaine de huttes qui étaient construites pour nous, à côté d'un village. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Il faisait un cagnard épouvantable, il faisait vraiment très 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 chaud. Et puis on nous a débarqués là et dit bon, maintenant débrouillez-vous, vous allez construire Auroville. On a dit sympa, ok, on va construire Auroville. Comment on construit Auroville? Ah, débrouillez-vous. Ça a été quand même quelque chose d'assez problématique à notre départ parce que comment faire pour construire quelque chose quand on n'a aucune information? On n'avait pas d'outils particuliers. Enfin, si, on avait ramené quelques outils pour démarrer un petit atelier, faire un petit peu de construction autour. Mais de quoi construire une ville, non. C'est impensable de construire une ville avec un tournevis et une pince à molette, quoi. C'était pas Et là, possible. le groupe, il y avait combien de personnes là? On était 15 arrivés de France. Il y en avait 3 ou 4 qui étaient là à nous attendre. Donc, on était peut-être une vingtaine. La première communauté, c'était une vingtaine de personnes. Enfin, il y avait quand même deux, trois petites communautés très, très éparpillées sur le territoire d'Auroville, dans les canyons en particulier. Bon, enfin, avec deux ou trois personnes, c'était pas pour construire la ville, ça faisait un peu juste. Bah, donc, la première chose qu'on a faite, c'est déjà de commencer à créer un petit atelier parce que il fallait remettre nos véhicules en service. Ils avaient beaucoup roulé. On a vu l'un des vannes avait la boîte de vitesse qui avait explosé, l'autre c'était le moteur qui était complètement foutu. Il y a une des 403 qui s'était retournée sur la route en Turquie, donc il fallait la remettre en état aussi. On avait du travail déjà pour commencer.
Ensuite de ça, il fallait créer un puits pour avoir de l'eau, il fallait s'arranger pour avoir un petit peu d'électricité parce qu'il n'y en avait pas. Donc faire monter les poteaux électriques, les fils et tout ça, être en contact avec le gouvernement indien pour tout ça. Enfin, c'est pas nous personnellement qui nous en occupions, mais enfin, il fallait quand même pousser les locaux pour qu'ils se bougent un petit peu parce que en Inde, on est doucement là, on n'est pas pressé dès le début. Et puis, on était à peine arrivé, enfin peut-être une dizaine de jours, il y a eu la mousson. On a eu droit à la mousson. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable quand on n'est pas habitué. C'est carrément des cataractes d'eau. Voilà. Ça descend jour et nuit. Pendant, on a eu ça peut-être 3 semaines. 3 semaines de pluie, de pluie, de pluie, de pluie battante, hein. Et toutes les tranchées qu'on avait fait autour des maisons pour amener nos canalisations d'eau, d'électricité futures, se sont détrempées et ont pataugé dans la boue jusque-là. C'était c'était fantastique. Bon, c'était hilarant. C'était tellement trop que c'était hilarant. Mm. Voilà. Et bah, pour nous ravitailler, c'était aussi une autre histoire, parce qu'il n'y avait pas de route directe depuis notre campement jusqu'à Pondichéry. Il fallait faire tout le grand tour par le centre de Reville. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près une vingtaine de kilomètres à faire dans la boue. C'était génial. Donc on allait faire nos courses à Pondichéry, on revenait, ça avait pris quand même quelques heures pour faire l'aller-retour. Et puis bah, après on essayait de travailler un petit peu avec un parapluie Alors, ou dans nos huttes, hein. au fur et à mesure, il y a des gens qui arrivent quand même. Et puis vous êtes en Alors, relation aussi avec Mère, avec Aurobindo, il y a quand même une vision, non, il y a des plans qui sont établis quand même sur la... on n'est pas en relation avec Chorobino, puisque Chorobino a quitté son corps en 1950. Donc on est en relation avec Mère, pas directement, parce que Mère, pour l'instant, elle est dans sa chambre et elle ne voit personne que pendant les jours d'anniversaire des personnes. On a le droit à avoir un pranam pendant allez, 2 minutes, 3 minutes le jour de son anniversaire, ce qui est assez incroyable aussi. Donc elle n'a pas Bon, pris sa pièce et sa pioche. la mère, Oui, ah non, non, elle est jamais venue sur le terrain. Jamais, même le jour d'inauguration, elle n'était pas sur le terrain. Ouais, elle était vraiment déjà très très âgée. Elle avait, je ne sais pas, peut-être 80 ans ou quelque chose comme ça à l'époque. Hmm. Alors comment ça se passe? Donc il y a des gens qui... Les gens viennent au fur et à mesure. Au début, on y restait quand même une vingtaine de personnes pendant au moins 2 ans. Ah d'accord. Donc les gens venaient pas. Enfin, si les gens passaient, mais ils ne restaient pas. Donc c'était toujours les mêmes à faire les choses. Et on ne travaillait pas du tout sur la vie, on travaillait sur la communauté d'aspiration au départ. C'est-à-dire faire de notre habitat qui était très succinct, de transformer un petit peu en plantant des arbres, en se battant avec les chèvres des villageois et les vaches des villageois qui venaient nous brouter nos arbres tout frais, parce que pour eux, bah, c'était de la nourriture. Donc c'était quand même assez difficile au début, la relation avec les villageois, à cause de ça. Enfin, on a fini quand même par avoir quelques arbres, avoir un petit peu d'ombre, avoir de l'électricité, avoir un petit peu plus de confort. On avait quand même besoin d'un petit peu de confort. Nous autres occidentaux, on n'est pas habitués de vivre à la dure comme font les Indiens. Voilà. Parce que en fait, j'ai plein de questions, hein, j'ai plein de Oui, questions. mais Parce vas-y, je qu'en t'en fait, prie. cette communauté, en dehors du fait bah, qu'il fallait la construire, parce que la matière, elle n'existait pas, il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien, hein, comme on le Mhm. disait tout à l'heure, mais il y avait aussi tout le fonctionnement. C'est-à-dire que cette communauté spirituelle, elle est fondée sur des valeurs.
des qualités d'être, pour donner un exemple, c'est fondé sur le don de soi, c'est dirigé d'une façon avec un mode de gouvernance assez particulier. Ça, c'est des choses que vous avez travaillées dès le début. Comment ça s'est mis en place? Qu'est-ce qui est apparu en premier? La ville, les maisons, et après le mode de fonctionnement, ou ça s'est fait Bon, en même temps? ça s'est fait quasiment en même temps parce que la première chose qu'on a fait en arrivant là-bas, c'est de faire un pot commun en mettant chacun toutes nos possessions. Voilà. Donc, on était venu avec de quoi survivre pendant au moins une année, tous. On a mis ça dans un pot commun et ensuite de ça, cet argent a été géré au besoin. C'est-à-dire que on allait piocher dans la caisse quand on avait besoin d'aller faire des courses à Pondichéry pour acheter de la nourriture ou du matériel. Mais il y avait pas d'argent personnel dedans. Ça faisait partie enfin, du démarrage de cette idée de ville sans circulation d'argent. Ça, c'était un acquis au départ. C'était vraiment très, très intéressant. Et le don de soi, bah, il n'y avait pas il y a pas le choix. Oui, dire, on allait là-bas pour essayer de construire une ville internationale qui était basée sur ce principe. Donc c'était évident, de toute façon, puisqu'il n'y avait rien, il fallait le faire. Et le seul moyen de le faire, c'est de se mettre à travailler, vraiment. Donc c'était le don en soi automatique, puisque quel retour on pouvait avoir? Il n'y avait pas de retour. D'une certaine manière, on était totalement pris en charge, puisque on avait nos habitations, et celles qu'on allait construire après. On avait notre nourriture, puisque on avait une petite cuisine communautaire où on faisait la cuisine chacun notre tour. Bon, après, il y avait le travail. Le côté spirituel, ça, c'était un petit peu différent, parce qu'on avait tous une approche un peu particulière de la spiritualité. D'abord, pour beaucoup d'entre nous, pour les Occidentaux, la spiritualité, ça ne veut rien dire au départ. On était quasiment tous issus de la religion catholique, et le catholicisme, c'est pas de la spiritualité, c'est de la religion. Donc, sortir de la religion pour faire de la spiritualité, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et puis, on nous a expliqué que pour méditer, il faut s'asseoir, se mettre en talons et fermer les yeux. Je dis ok. Et c'est quoi? Je fais quoi? Comment ça se passe? C'est quoi méditer? On ne nous a jamais expliqué ce que c'était que de méditer. Donc c'est quelque chose qu'on a fini par apprendre au fur et à mesure en discutant avec les Indiens de l'ashram qui nous ont quand même donné quelques conseils. Enfin, c'était toujours assez vague quand même. On s'assoit puis on laisse venir. Okay. On laisse venir, ça vient pas vite. Mais bon, non, c'était très intéressant. Et puis, il y avait surtout un point de vue qui était partagé. Il y avait le groupe des spirituels et il y avait le groupe des matériels. Parce qu'il fallait construire la ville. Donc, il fallait mettre les mains dans la matière. C'est ça. Les autres, ils mettaient les mains dans le spirituel. Donc, ils ne travaillaient pas beaucoup. Donc, ça faisait quand même quelques conflits entre nous. Vous foutez rien, les mecs. Nous, on bosse tout le temps. Vous foutez rien. Enfin, vous spiritualisez pas beaucoup. Nous, on spiritualise beaucoup pour vous. Et donc, on avait des difficultés. Ce qui a nécessité de prendre contact avec la mer de manière plus tangible, si tu veux, pour dire, mère, on a un problème maintenant. On ne sait plus très bien comment il faut faire. Il y a les spirituels qui disent il faut faire ça, il y a les matériels qui disent il faut faire comme ci. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu avec Mère une relation toutes les semaines où elle venait nous demander comment ça allait, comment nos différences se passaient,
et elle nous donnait des conseils sur quelle devait être notre relation entre nous, comment on devait aborder ce problème de conscience spirituelle. Voilà. Qui est vraiment très, 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 très intéressant. Très, très intéressant. Et donc, Et, cette, pour aller, aller explorer un peu cette dimension spirituelle dans le cadre de cette communauté, c'est que, bien, par l'intermédiaire de Mère et de Sri Aurobindo, il y a tout un enseignement en fait. Hein. Que tu vas découvrir au fur et à mesure. oui, on découvre quand on arrête de travailler. On commence à lire un petit peu qu'est-ce que c'est que le chemin de Sri Aurobindo, comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il nous conseille de faire et tout ça. Mais enfin, pour moi, ce qui a été vraiment déterminant, c'est pas tellement c'est pas tellement les livres, parce que au départ, on lit les livres, on comprend pas grand-chose. C'est surtout lorsque j'ai vu Mère la première fois, qui était le jour de mon anniversaire. Alors là, ça a été, je sais pas comment dire, à vrai dire, c'était bouleversant pour moi parce que j'ai eu l'impression d'être en contact avec l'infini, avec une force d'amour incommensurable, quelque chose qui, je ne peux pas dire, c'était, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup indescriptible, trop grand, trop fort. C'est-à-dire submergé par cette force d'amour. Et pourtant, Mère physiquement, c'était une petite bonne femme, très âgée, assez fripée quelque part, mais une puissance, une grandeur ça dépassait ça dépassait la pièce où on était. C'était incroyable. Et du coup, l'aspect physique, il était resplendissant. Et je me sentais vraiment tout petit, pas à la hauteur, vraiment pas à la hauteur. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pas digne d'être là. Elle m'a accepté pour venir travailler à faire son œuvre à Auroville, mais je suis pas un bon instrument. J'ai trop de problèmes, j'ai trop de défauts, j'ai trop de choses. Et puis non, c'était accueillir. T'es comme tu es, c'est bien. Ça fait partie du travail. Enfin, ce premier contact, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup bouleversé. Et ben, du coup je suis resté 30 ans. Voilà. Du coup, je me suis même pas posé la question. J'étais là, à l'instant présent, à faire ce qui était à faire. Et puis, voilà, c'était tout. J'étais très bien. J'étais vraiment Donc en très, très fait, bien. la ville prend forme au fur et à mesure, le groupe s'enrichit de façon internationale, parce qu'on y trouve combien de pays maintenant qui sont représentés à Euroville? Une trentaine, je crois. Hein. Facilement, oui, 30-35, je facilement, crois. oui, oui. Euh, et donc, la ville prend forme. Il y a aussi la construction de ce fameux matrimandir, hein, qui est une boule immense, Oui. tout en or, je crois. Hein. Recouverte d'or, D'or. de feuilles d'or. La ville n'a pas pris forme, non, non. Euh, Quand on entend ville par rapport à notre concept, nous, occidentaux. Ouais. C'est-à-dire, c'est un ensemble de bâtiments autour d'un centre, alors que là, ce sont des petites communautés qui se sont implantées un petit peu partout sur le territoire d'Auroville, qui, qui ont fait de la ville là-bas, mais c'est pas une ville comme on peut dire. Et c'est vrai qu'on a commencé la construction du matrimandir assez rapidement. Je crois qu'on a dû démarrer en 1970, il me semble. Commencer
on était trois ou quatre pèlerins à creuser le trou à la Baramine. Mais mère, elle a dit non, comme ça va prendre des siècles. Elle nous a demandé de faire participer les villageois autour pour creuser ce grand trou, pour faire émerger cette sphère qui est le matrimonial. Voilà. Mais oui, on travaillait au matrimonial, on travaillait surtout autour d'aspiration et de remodèle. Donc Aspiration, c'est le nom d'une communauté. C'est une communauté qui est aussi. à 5 km du centre de la ville, d'Auroville. Et Euromodèle, c'était supposé être le modèle expérimental pour voir comment on pouvait vivre ensemble. Euromodèle devait être une petite communauté de 2 à 3 000 personnes. Bon, à l'heure actuelle, c'est une petite communauté avec une vingtaine de personnes. Donc en fait, Voilà. c'est une ville qui a quand même un centre. C'est une ville qui commence à avoir un centre maintenant. Qui commence à avoir un centre maintenant. Et donc qui a donc en son sein multiples communautés qui sont toutes reliées les unes entre elles. Oui. Et il y a quand même un fonctionnement commun. Il y a un fonctionnement commun, effectivement. Oui, parce que ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait une cohérence entre tout le monde, que la ville puisse se construire quand même, parce qu'elle est toujours en cours de construction. Donc les intérêts de tout le monde sont centrés sur le même but, quelque part. Bon, mais ce qu'il a fallu faire au fur et à mesure de l'apport de nouvelles personnes, c'est de créer des écoles. Il était nécessaire de créer des écoles, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus avec des enfants, et ceux qui sont venus sans enfants ont fini par en faire sur place. Donc c'était normal de créer des écoles, c'était indispensable dès le départ. Voilà. Et aussi de créer des ateliers pour permettre de fabriquer ce qui nous était nécessaire pour vivre. Dire créer des vêtements, créer un peu d'agriculture, créer des ateliers de mécanique pour réparer nos véhicules, les tracteurs, voitures, motos, les vélos, surtout les vélos, parce qu'on avait beaucoup de vélos. Voilà, donc la vie s'organisait par rapport aux nécessités. Et en même temps d'une façon alternative, c'est-à-dire que le modèle éducatif était autre que de ce qu'on peut trouver par exemple en France. Oui. C'est-à-dire que vous avez réfléchi quand même à d'autres formes d'éducation, de fonctionnement, de partage. On a réfléchi à ça, mais on avait déjà un modèle tout prêt, parce qu'à l'ashram de Sri Aurobindo, il y avait déjà une école de libre progrès qui était basée sur une éducation totalement libre de l'élève. Enfin, on ne peut pas appeler ça un élève, de la personne. Les professeurs étaient là simplement en tant qu'encadrement, et ils étaient à la disposition des enfants pour les aider dans leur recherche. Mais l'enfant lui-même choisissait sa matière à étudier. Il n'y avait pas de programme spécifique, parce que il n'y avait pas de deadline, enfin de but dans l'éducation. Il n'y avait pas de diplôme à la clé. Dire chacun étudiait ce qui l'intéressait d'étudier. Et nous, on a suivi ce schéma-là dans nos écoles au début, en instaurant aussi une forme d'éducation physique importante. C'est-à-dire que l'éducation normale, c'était tous les matins, et l'éducation physique, c'était tous les après-midi, tous les jours. Ce qui donnait, les enfants étaient ravis de cette forme d'éducation. Et mes filles qui sont nées là-bas ont un souvenir assez extraordinaire de comment elles ont pu étudier. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 filles. 2 filles. Oui. Voilà. Et elles sont parties elles aussi, ou elles sont restées? Elles ont quitté Auroville pour connaître un petit peu le monde extérieur et voir comment la vie se passe ailleurs, prendre un peu de poids dans la vie.
puis après, elles retourneront ou elles ne retourneront pas, ça, je ne sais pas. Elles font leur vie, elles sont libres pour ça. Et donc tu restes 30 ans là-bas. Je Et reste 30 ans, mais pas complètement, parce que Mère a quitté son corps en 1973, et à ce moment-là, les propriétaires d'Auroville, parce que malheureusement, il y avait encore à l'époque des propriétaires, ont décidé de prendre Auroville en charge et de transformer Auroville en une nouvelle église, une nouvelle Mecque, une nouvelle religion. Donc, ils ont voulu que les Aurovilliens deviennent productifs. Donc, ils ont réintroduit la notion d'argent dans Auroville. Ils ont introduit la notion aussi de gouvernement et de responsabilité, puisque c'était eux les responsables. Ils nous ont imposé cette manière de voir à ce moment-là. Moi, j'ai pété les plombs. Mais ils sont malades, mais ça n'a rien à voir. Ils font partie de l'ashram depuis des années, ils sont autour de Mère, ils sont ses disciples. Ils ont participé à ce projet d'Auroville avec cette intention extraordinaire et veulent tout effacer pour reprendre la vie normale. J'ai pété les plombs, je suis parti. J'ai quitté Auroville et je suis arrivé à Paris et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là? C'était gris, c'était... Paris était tout gris, tout. Et je voulais reprendre un avion pour partir directement à Auroville, mais il n'y en avait pas à ce moment-là, puis j'avais pas d'argent. Donc j'ai travaillé un petit peu en France, j'ai fait quelques chantiers à droite et à gauche, et j'en ai profité de cette année de travail pour organiser une nouvelle caravane pour retourner en Inde. Donc j'ai été chercher un autobus en Allemagne. Je suis revenu à Paris et puis avec une trentaine de personnes, on est retourné par la route à Auroville parce que je ne pouvais pas supporter la France. Vraiment, je ne pouvais pas la supporter. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu quitter Auroville. Je suis resté jusqu'à ce que Mère m'ordonne de rentrer en France. de là où elle était. De là où elle était. C'était très très clair à un moment donné. Elle m'a dit, tu vas partir avec Marie-Jo. Ouais. C'est donc ta dernière compagne. C'est ma dernière compagne. Voilà. Ouais. Mais quand tu retournes à Euroville, ce fonctionnement un petit peu possessif qui s'était mis en place, est-ce que ça évolue? Comment ça évolue? Ça a évolué, ça a été très, très conflictuel parce qu'on a été en bataille vraiment rangée avec les propriétaires d'Auroville jusqu'au moment où le gouvernement indien a décidé de reprendre en charge Auroville lui-même et de créer une fondation et de donner toute la possession qu'ils avaient récupérée de l'Ashkar Robin Society, de la donner à l'association. Donc Auroville est devenu indépendant, indépendant du gouvernement indien, indépendant des anciens propriétaires. Mais pendant toutes ces périodes, ça a duré quand même 7-8 ans, ça a été très très difficile et l'argent est devenu quand même le maître des échanges. Donc on n'a pas pu échapper au fait que l'argent est toujours là, présent à Auroville. Il y a une forme de gouvernement qui s'est instauré quand même, mais très, très souple. Dire les gens qui sont en place peuvent très bien être virés par l'ensemble de la communauté ou eux-mêmes se virer parce qu'ils pensent qu'ils ne sont plus d'actualité. Donc c'est une gouvernance qui est très, très flexible, très souple. Enfin, c'est quand même créé par derrière un gouvernement invisible aussi de certains Aurovilliens et de certaines personnes de l'extérieur
qui ont une vue très précise de comment doit fonctionner Auroville et qui essayent d'imposer par en dessous. Voilà, on peut pas échapper au fait que l'être humain a envie de contrôler les choses. On ne peut pas laisser les choses se faire de manière naturelle. Et qu'est-ce que tu en retires justement de ça? Est-ce que tu penses que finalement la création de ce qu'on pourrait appeler des oasis de lumière qui appartient au monde nouveau, c'est quelque chose qui est impossible ou c'est quelque chose qui se fera dans la durée et qui se fera dans... C'est quelque chose qui va se faire dans la durée, mais la durée sera peut-être beaucoup plus courte qu'on ne le pense parce que le monde évolue quand même pas mal en ce moment. Mais il y a une force, il y a la force d'évolution qui est là-bas très présente aussi. On ne la voit pas de trop parce qu'elle ne se met pas en avant. Et il y a une force contre-évolutive où c'est le monde normal qui essaye de s'implanter là-bas, qui est très présente et qu'on voit en premier degré à Auroville quand on va là-bas maintenant. Mais l'autre sous-jacente est très puissante quand même. Et c'est cette bataille qui est en train de se jouer, comme partout dans le monde, entre disons, le bien et le mal, quoi. Voilà. Et toi, qu'est-ce que ça t'a... Toi, dans ton chemin de vie, dans ta propre évolution, qu'est-ce qui t'a plu là-bas? Qu'est-ce que ça t'a permis d'ouvrir en toi Alors, ce que ça m'a apporté au niveau matériel, ça m'a apporté toutes les connaissances que j'ai acquis. Ce que j'ai appris en France avant d'aller là-bas, c'était un superbe diplôme, mais tout dans la tête. Tandis que là-bas, les Indiens m'ont tout appris. Ils m'ont réappris ce que j'ai appris en France, mais dans la matière, sur place. Et j'ai appris vraiment énormément de choses par moi-même parce que les circonstances m'ont amené à être à fouiller un projet particulier parce que c'était nécessaire pour la vie de la communauté. Donc je suis devenu un spécialiste de ce projet en particulier, puis après spécialiste d'un autre projet en particulier. Et puis à force de connaissances, on devient très inventif. C'est ça qui est intéressant, c'est que on devient tellement inventif que la moindre difficulté, on a tout de suite une solution qui se présente. C'est ça que j'ai appris en Inde. Parce que on n'est pas coincé par du rationalisme occidental où on ne sort pas du cadre, il faut faire ceci comme ça, on doit réparer ça avec le matériel, pas un bout de ficelle. On s'en fout si le bout de ficelle ça marche pour l'instant, on met un bout de ficelle parce qu'on verra plus tard comment on fera la réparation de manière définitive. Il y a l'urgence, on fait avec l'urgence. Et ce que j'ai appris là-bas, c'est l'instant présent. L'instant présent, ça c'est le fondamental. On est toujours dans la vie, et même là-bas à Auroville, on était toujours à projeter dans le futur. Mais on projetait des choses qu'on n'était jamais capable de réaliser. Parce que les circonstances faisaient que ce qui était projeté n'était plus à l'ordre du jour au moment où ça devait être. Voilà. Donc j'ai vraiment appris à être à l'instant présent parce que il n'y a que là qu'on est vrai. On fait la chose du moment parce qu'elle est là qu'elle se présente. Donc on ne peut pas faire autrement. J'essaye pas de prévoir qu'est-ce que je vais faire demain. Aujourd'hui j'ai à faire ça, je fais ça. Voilà, ça c'était très important. Et puis ce que j'ai appris, mais enfin je crois que pour moi c'était inné, c'était le don, le don de soi. Dire, je me suis toujours donné. La gratuité pour moi c'est quelque chose de fondamental. Je comprends que la société fonctionne avec des moyens d'échange comme ça, mais ça fait pas partie
de ma manière de fonctionner, c'est pas la vie Est-ce que tu ne normale. penses pas qu'il y a une différence? Parce que moi, je ressens quand même une différence subtile quand même entre la gratuité et le don de soi. Pour moi, dans le don de soi, il y a vraiment faire la chose pour la chose elle-même et il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'objectif. Non, il y a C'est-à-dire, pas. on lâche complètement sur. Oui, On n'a pas d'attente. oui, On ne cherche pas à avoir du retour, même si oui. le retour, finalement, il est décuplé souvent. Il est décuplé. Mm. Il est complètement décuplé. Et pour moi, ça, c'est la gratuité. Le don de soi, c'est la gratuité. Tu donnes, Oui, point. oui, oui, c'est la gratuité. Voilà. Et ce que j'ai vécu là-bas, non, ce que j'ai appris, c'est que quand tu fais confiance, tu as tout qui te vient, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai jamais manqué de rien à C'est pour Auroville. ça que Jamais, jamais, c'est jamais. pour ça que pour moi, le don de soi, ce n'est pas la gratuité. Je pense que c'est très important. C'est l'abondance. C'est vrai, c'est l'abondance. C'est C'est l'abondance. l'abondance. Mais n'empêche que même si j'ai jamais manqué de rien, j'ai quand même été très frustré là-bas à certaines époques. Parce que j'aurais voulu avoir, j'avais besoin non, j'avais pas besoin. Mon vital avait besoin de telle ou telle chose Mm. que je ne pouvais pas avoir parce que j'avais pas les moyens nécessaires financiers ou matériels de posséder, mais que je voulais avoir. Et puis, je me suis rendu compte plus tard que c'était complètement normal que je n'ai pas ça à ce moment-là parce que ça aurait été improductif pour moi. Ça, ça ne m'aurait Mm. pas permis d'évoluer Mm. de la manière dont j'aurais voulu évoluer. Mm. Voilà. Donc c'est vraiment fantastique. Je sais que rien ne me manquera jamais. Même ici, en France, où tout se monnaie, j'ai une confiance absolue dans ce que l'univers pourra m'apporter. Mm. Et c'est clair qu'elle m'a toujours apporté. Les 20 ans que j'ai passé en France ici, on a été dans la dèche avec Marie-Jo plein de fois. Et d'une manière ou d'une autre, ça venait. Le moyen Mm. nécessaire pour ce qui nous était demandé Mm. au moment nous arrivait. Mm. Ma sœur nous a offert un billet d'avion pour retourner en Inde comme ça, parce qu'elle nous a trouvés trop fatigués, trop las par tous les travaux qu'on faisait. Donc elle nous paye un billet d'avion. Voilà. Sa tante à Marie-Jo nous faisait des cadeaux comme ça de temps en temps pour pouvoir finir de construire la maison. Il n'y a jamais eu de Donc il y a difficultés, de une forme de problème. foi en fait qui est née en toi aussi. Oui, c'est de la foi. Je sais pas qu'on peut. C'est plus que de la foi. C'est normal. Mm. C'est normal. Ça fait partie Ça fait partie de ma vie. ouais, Voilà. de la magie de la vie, C'est la le magie de la fonctionnement vie. de la Ouais, vie. c'est le fonctionnement. Ouais. Bah, l'univers, il est d'une générosité incroyable Mm. tout le temps parce que Mm. c'est lui qui permet à ces individus, enfin, ou à lui-même, Mm. puisque on fait tous partie de l'univers, il se permet de grandir lui-même, donc il est obligé de nous prendre en charge. Mais c'est à nous de vouloir être pris en charge. Mm. C'est ça le gros Mm. problème. Mm. Tant qu'on est sur la réserve et tant qu'on veut contrôler les choses, Mm. bah, l'univers il peut rien faire. Tant qu'on cherche à avoir une porte de sortie, C'est on ça, se ferme tous les possibles, c'est ça. toutes les autres. Alors aujourd'hui, tu habites dans les Pyrénées-Orientales, hein, là aujourd'hui nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, Oui, donc on est chez toi, dans un lieu magnifique, près d'une petite commune, enfin dans cette commune puisque ça fait partie de Mossette mais c'est ici, hein, ça. Oui. magnifique. Et finalement, toute cette aventure humaine que tu n'as pas complètement quittée parce que tu nous en reparleras un petit peu après, mais tu retournes régulièrement tous les ans à Auroville. Maintenant, tu continues Voilà, ouais. l'aventure. Mhm, Mais ici, c'est quand même où tu t'es implanté depuis pas mal d'années maintenant. Et mhm. éventuellement, tu as ce projet de nouveau de créer. En tous les cas, il y a plein de réseaux ici qui existent et de créer Oui. plus particulièrement un oasis, un lieu de vie où on vit ensemble d'une façon différente. On,
Oui, ça a toujours été mon projet de vivre en communauté, une communauté large, Mm. ouverte, où chacun est quand même chez soi. Et on n'a pas essayé de créer quoi que ce soit ici, Mm. mais les choses se mettent en Se place mettre en tout place, seul. ouais. Mm. J'ai j'ai un copain d'Auroville qui est venu s'installer à côté de chez nous et Mm. qui m'a aidé beaucoup à construire Mm. la maison, à remettre en état tout ce qu'on a fait ici. Il, a- sa compagne est venue le rejoindre. On a d'autres copains d'Auroville qui sont venus nous voir et qui ont trouvé le lieu sympa. Oui, la communauté enfin la communauté, le village de Mossette est bien, donc ils sont venus s'installer ici. Et puis on a fait la connaissance d'amis qu'on qu'on avait dans le premier village où on a habité dans les pays, les Pyrénées-Orientales, qui sont venus s'installer à côté de chez nous aussi. Enfin, les choses se mettent en place d'une manière tout à fait normale et on recrée je ne peux pas dire une vie communautaire, mais un- une manière de partager les choses qui sont très proches de ce qu'on pouvait, Mm. que je pouvais connaître à Mm. Auroville. Mm. Mm. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éco-villages, d'habitat participatif, de communautés. Enfin, il y a vraiment cet élan pour recréer des lieux de vie où on puisse vivre ensemble d'une façon autre que celle que nous propose la culture dans laquelle Mhm. on est finalement, hein. Quel est pour toi l'ingrédient fondamental? Bah, l'ingrédient, c'est le partage, c'est le don de soi, d'être à l'écoute de l'autre. Mm. Ouais. Parfois, j'ai repéré que souvent, dans justement tous ces nouveaux projets hein, qui se développent partout, hein, on a l'impression que ça émerge et qu'il y a souvent un empressement à reposer des règles de fonctionnement. Et moi, j'ai l'impression que les règles, elles séparent plus qu'elles ne relient et qu'on oublie souvent les valeurs justement fondamentales. C'est ça qu'il faut surtout partager, ce sont les valeurs fondamentales, Ouais. les règles. euh, on peut se fixer des règles à soi-même, mais Mm. pas fixer des règles aux autres. Mm. Dire qu'il y ait des valeurs fondamentales à respecter, oui, ça Mm. c'est indispensable à mon avis. Mm. Parce qu'à Auroville, il m'a semblé comprendre, ben, pour y avoir été, rencontrer des gens, discuter, échanger, c'est que bah, y a cette notion de don de soi, mais il y a quand même quelque chose de fondamental qui est là, c'est que chacun s'engage à être finalement responsable de lui-même dans une perspective d'évolution intérieure. Où la place, où l'amour, je dirais avec un grand A prend toute sa place, toute cette dimension. C'est a priori, c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais enfin bon, tout ne fonctionne pas comme ça dans Reville, hein. Non, Il y a des mais individus qui sont très à la base, la vision, cette vision-là, elle oui, était là. c'est ça qui est sous-jacent, effectivement, Mm. et c'est ça qui est primordial. Mm. Oui. On, on- on est supposé être au service de l'ensemble, on est supposé être au service de la planète, Mm. d'une certaine manière. On est supposé être au service de la conscience supramentale, qui est peut-être un bien grand mot pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, mais d'une conscience supérieure pour l'évolution de l'humanité. Mm. C'est l'évolution de l'humanité qui est importante. Mm. Et pour faire évoluer l'humanité, il faut que l'individu évolue lui-même. Mm. Si l'individu attend que l'humanité ensemble va le faire Mm. évoluer, il se met le doigt dans l'œil, c'est l'inverse. Il faut évoluer pour que la communauté dans son ensemble puisse évoluer. Oui, ça c'est clair. Donc on a tous un gros effort à faire à ce niveau-là. Donc de toute façon, c'est peu importe là où on se rend, c'est que
Il s'agit vraiment de prendre ce qui arrive à soi comme une opportunité d'évolution personnel. intérieure. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver tout fait, ces mondes un peu bini-oui-oui où tout est beau, tout est rose. D'ailleurs, ouais, qu'est-ce que ça veut dire ouais, ouais. Mm, On continue à cliver les choses, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est vivre justement ce que tu disais tout à l'heure dans l'instant présent et accepter ce qui est là comme étant nécessaire et voir une opportunité à ouvrir des espaces de moi et que tout est OK pour mon évolution personnelle. c'est ça, C'est-à-dire tout est c'est ça. opportunité à s'agrandir de l'intérieur en Mm, fait. mm, mm. Bon, c'est vrai qu'on a quand même euh, la perception de ce qui se passe autour de nous. On a cette perception du bien et du mal entre parenthèses, ce qui nous, ce qui nous va bien, ce qui ne nous va plus. Mm. Donc à partir de ça, on fait le travail pour que ce qui nous gêne ne puisse plus être une gêne et soit en harmonie avec notre manière d'être. Voilà. Donc c'est pas toujours facile. Et je pense que pour moi, d'être ici à Auroville, quelque part, c'est la même chose parce que je fais le même travail ici que je faisais à Auroville, hein, d'une certaine manière. Donc Auroville, c'est censé aussi être au niveau géobiologique, sur des points d'énergie assez porteurs sur le plan, je dirais, spirituel. Alors, Auroville paraît-il, l'endroit où l'un des premiers rishis védiques, Agaswar, avait créé son ashram. Et il est dit que Agashwa, euh, enfin, pardon, que Sri Aurobindo serait peut-être l'incarnation d'Akashwar. Oui, voilà. Donc à ce niveau-là, c'est très fort. C'est très très fort. Parce que, oui, donc le lieu n'a pas été choisi par hasard. Et le matrimondir, il a aussi parce que c'est particulier cette construction, c'est un lieu on y va pour se recueillir, il y a un immense cristal à l'intérieur, c'est quoi la vocation de ce matrimondir? Alors, c'est un lieu qui est fait pour permettre à l'individu de se concentrer et d'essayer de trouver son être intérieur, de rentrer en corrélation avec son être intérieur. C'est pas un temple, il n'y a pas il y a pas de prière, il n'y a pas de méditation, ou ce sont des méditations individuelles, il n'y a rien de collectif. Et c'est un grand espace nu, tout blanc, magnifique, avec le plus gros cristal du monde au centre, qui est avec un rayon de soleil qui tombe dessus toute la journée. Voilà. Et c'est un lieu de concentration qui est fantastique. Il y a une atmosphère là-bas qui est assez incroyable. Ouais. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Alors, entre le projet initial de mère, la vision de mère et ce qui est aujourd'hui, euh, parce qu'il y a quand même une différence, les choses se sont transformées. Je dirais que l'humain y a mis sa patte et Oui. voilà. Quel est est-ce que tu aurais un regret particulier? Quel est ton regret et pour toi, qu'est-ce qu'on J'ai pourrait apporter? j'ai plus de regrets. J'ai eu un regret quand j'ai quitté Auroville en 1999. euh, j'ai quitté Auroville pour y revenir parce que je partais pour un an. Enfin, comme j'ai quitté la France pour un an, je partais pour un an. Mais j'étais quand même très, très déçu de la manière dont l'ensemble de la communauté avait tourné. Dire, de revenir au fondamental du rêve de mère, c'était c'était pas ça. Je me suis battu pendant des années pour essayer de maintenir ça, essayer
qu'on y revienne. C'est tellement ça qu'on doit faire, faut y revenir. Mais la résistance humaine faisait que, bon, on est attaché à nos valeurs, à nos difficultés, à notre argent, à nos possessions, à ceci, à cela. Donc j'étais quand même très très déçu. Et puis j'ai compris que ça faisait partie du travail. Ça faisait partie du travail. Auroville, c'est un laboratoire de l'évolution et il y a toutes les difficultés du monde entier qui se sont cristallisées là-bas. Comme toutes les meilleures bonnes volontés sont là-bas aussi. Donc c'est une bataille, c'est la bataille de l'humanité là-bas qui se fait. Et d'une manière peut-être plus forte, plus poignante que dans le reste du monde, parce que cette bataille, elle est partout dans le monde. Mais là-bas, c'est très concret. Très très concret. On voit bien la différence entre l'ancienne manière d'être de l'humanité et la nouvelle qui essaye d'émerger par derrière. Alors tout à l'heure, j'évoquais le fait que ça fait quelques années, je crois, que tu retournes régulièrement quelques mois en Inde pour y apporter encore ton... Ben, ça fera 3 ans cette année qu'on retourne en Inde systématiquement tous les hivers. Donc c'est très bien parce que ça nous permet d'être au chaud alors que la France est au froid. C'est un avantage à ce niveau-là. Et puis d'un autre côté, ça m'a permis de reprendre contact avec tous mes amis, toute la population indienne autour, avec qui j'étais en profonde communion, qui ont été très très contents de me retrouver. Et puis surtout mon ami dentiste qui m'attendait avec impatience parce que pour lui ça faisait 20 ans que son matériel dentaire commençait à flancher et qu'il fallait absolument que je lui remette tout ça en état. Super. Eh bien, merci Jean-Claude. Est-ce que tu auras envie d'ajouter un petit mot de la fin? Ben, le petit mot de la fin, c'est que la seule chose pour moi qui est importante, c'est d'avoir une confiance absolue dans l'univers, parce qu'il va nous donner absolument tout ce qui nous est nécessaire. Et donc, d'avoir la foi. La foi sauve les montagnes, ou soulève les montagnes. Merci, merci à toi. Merci à toi, Marie. Au revoir Au et à revoir. tout bientôt.